Bonjour à tous et une fois de plus, bienvenue au webinaire sur le bien-être organisé par Harvard Health et nous sommes ravis de vous accueillir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir notre intervenant, Dr Mohamed Sissé, qui est urologue qualifié, qui va nous parler de la santé des hommes et partager des conseils pratiques pour améliorer votre bien-être. Le docteur Mohamed Sissé apporte une grande expertise et une expérience précieuse et nous sommes convaincus que vous répartirez avec des connaissances concrètes à pratiquer au quotidien. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Nous aurons un sondage plus tard pendant la présentation. Donc, n'hésitez pas de participer et merci beaucoup. À vous, docteur. Bonjour Laetitia, merci beaucoup de m'avoir invité sur votre plateforme pour partager des connaissances sur la santé masculine. Bonjour à tout le monde. Bonjour Laetitia, la présentation bien. On Bonjour peut Laetitia. commencer. Merci beaucoup, docteur. Bon- Bonjour Laetitia. Donc, merci à tout le monde. Moi, c'est Dr Mohamed Sissé, comme m'a présenté Laetitia. Donc, nous allons vous parler de la santé des hommes, des étapes simples pour une vie plus forte et plus saine. Donc, c'est quoi la santé des hommes? Il faut briser le silence. Bonjour, changeons les perceptions et créons un environnement où la santé masculine est une priorité, sans honte ni hésitation. Donc, au cours de cette présentation, nous allons découvrir des perspectives pratiques pour aborder cet enjeu qui est assez crucial. Il y a des faits qui existent sur la santé masculine. Donc, en moyenne, les hommes vivent 7 ans de moins que les femmes en raison de facteurs biologiques et de facteurs comportementaux. Les hommes meurent le plus souvent de maladies cardiaques à un plus jeune âge par rapport aux femmes. Les hommes aussi, ils occupent des emplois plus dangereux par rapport aux femmes, qui fait que les hommes vont mourir plus vite par rapport aux femmes. Et il y a un taux de suicide qui est plus élevé chez les femmes, plus élevé chez les hommes par rapport aux femmes. Les maladies chroniques aussi sont plus répandues chez les hommes par rapport aux femmes, parce que les femmes consultent plus par rapport aux hommes. Et les hommes recourent moins souvent aux soins médicaux par rapport aux femmes. Pourquoi les hommes évitent les médecins? Il y a la perception de force. Pour un homme, ne pas avoir la santé est un problème majeur. Dans nos cultures, dans nos sociétés, il est considéré que l'homme doit être robuste, doit être en pleine forme. Et des fois aussi, l'homme, il a peur du diagnostic. Souvent, il ne va pas directement envers un médecin. Des fois aussi, il y a le manque de temps qui est compréhensible. Parce que dans le manque de temps, l'homme, souvent, c'est lui qui gère la famille, c'est lui qui est au premier plan dans le plan du travail, qui gère tout dans la famille. Donc, souvent, les hommes manquent plus de temps par rapport aux femmes. Normalement, dans cette nouvelle ère où les hommes et les femmes travaillent tous, mais souvent, c'est l'homme qui est le plus débordé dans le sens du travail. Il y a aussi les inquiétudes et les gênes qui sont liés à la confidentialité. Souvent, l'homme, par rapport à la femme, n'aime pas exposer ses problèmes et tout. Il y a aussi les barrières culturelles qui font que souvent, quand on est homme, surtout dans nos sociétés africaines, on n'a pas le droit trop de se plaindre et tout ça par rapport à la femme. Et maintenant, quelles sont les conséquences de l'évitement médical? Les conséquences peuvent être à type de détection tardive des maladies, parce que si un homme, par exemple, ne va pas très tôt à l'hôpital, c'est normal que s'il a une maladie qui était dans son corps et qui était méconnue, qu'on puisse le découvrir tardivement. Et si on le découvre tardivement, c'est normal qu'il y ait aggravation probable des affections. Et le traitement aussi va en découler, donc ça ne sera plus facile si on l'avait vu plus tôt. Il y a un impact sur la famille. Si c'est l'homme qui gère les aspects financiers, les grandes charges de la famille, si l'homme est malade,
ça va impacter la famille. Donc, peut-être les ressources financières vont diminuer. S'il y avait des activités que lui-même il gérait pour la famille, ça ne sera plus facile comme avant. Et il y aura aussi une diminution de la qualité de vie de l'homme s'il tombe malade. Bonjour, Maintenant, quels sont les facteurs de risque qui influencent la santé des hommes? Plusieurs facteurs influencent la santé, notamment l'âge. Plus on prend de l'âge, la santé devient plus fragile. Il y a les facteurs génétiques, parce que dans certaines familles, par rapport à d'autres, il y a des facteurs qui font qu'ils tombent plus malades. Il y a les gènes cancérigènes, d'autres gènes qui font qu'ils ont des maladies cardiovasculaires, d'autres qu'il fait qu'il y a des maladies chroniques comme le diabète ou l'hypertension dans la famille qui font que dans ces familles-là, ils tombent plus malades facilement par rapport à d'autres familles. Il y a d'autres facteurs comme l'obésité qui est surtout liée à l'alimentation ou les troubles métaboliques. Il y a les maladies chroniques dont on vient de parler tout à l'heure, comme l'hypertension artérielle, le diabète, le tabagisme. Fumer détériore la qualité de vie au fur et à mesure. Et fumer nous fait rentrer dans les premiers cancers qui tuent l'homme, notamment le cancer du poumon. La bonjour, consommation excessive d'alcool aussi, plus de 4 verres par jour, est considérée comme un facteur de risque pour la santé de l'homme. La consommation des drogues aussi, la sédentarité, parce que de nos jours, il y a le télétravail. Après le télétravail, il y a les ordinateurs à la maison, il y a le téléphone portable. Au lieu de sortir, jouer au foot et tout ça, on préfère se concentrer sur notre téléphone, qui fait que souvent on est sédentaire. Même pour aller au travail, on conduit la voiture, mais on est assis. Même s'il y a embouteillage, on est assis. Donc, il y a des types de sédentarité souvent qu'on néglige et qui fait que toute la journée, on est plus assis que plus qu'on ne bouge. On est assis dans la voiture, assis dans le bureau, arrivé à la maison aussi, on est assis, voilà, on sert à manger. Donc, ça fait que souvent, la sédentarité est devenue quelque chose de réel dans notre vie quotidienne. Il y a aussi l'anxiété. Les gens sont très anxieux. Il y a trop de pression dans le monde, trop de pression dans les familles, trop de pression au travail qui fait qu'on est tout le temps sous pression. Et cela va entraîner à la longue une dépression. Quels sont les principaux problèmes de santé? Et les problèmes qui touchent les hommes, notamment, on a les maladies cardiovasculaires et il y a plusieurs facteurs de risque, comme l'hypertension artérielle, les maladies liées au cholestérol, à savoir la dyslipidémie, le stress chronique, la sédentarité, le tabagisme. Et comment prévenir ces maladies cardiovasculaires? Il faut avoir une activité physique qui est régulière. En moyenne, il faut faire 30 minutes d'activité physique 2 à 3 fois dans la semaine en moyenne. Avoir une alimentation équilibrée, c'est-à-dire manger moins de sucre, manger moins de gras. Donc, manger beaucoup de légumes et manger beaucoup de fruits. Et faire des bilans de santé annuels. Et l'impact sur les hommes, et elles sont les principales causes de mortalité dans le monde. Il y a des cancers qui sont spécifiques aux hommes, donc soyez vigilants. Il y a le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate, il est fréquent après 50 ans et il est possible de faire un dépistage de ce cancer pour améliorer le pronostic vital de l'homme après 50 ans. Quand il y a un cancer de la prostate ou bien même avant le cancer, il faut aller chez l'urologue qui va vous faire un toucher rectal pour voir s'il y a des signes en faveur d'un cancer ou pas. Il y a un dosage sanguin aussi qu'on appelle le PSA total qui permet de dépister s'il y a présence de cancer ou pas. Il y a aussi le cancer du testicule qui affecte les hommes, surtout jeunes de moins de 30 ans. Et des auto-examens réguliers des testicules sont recommandés pour voir s'il y a des signes en faveur d'un cancer du testicule ou pas. Parce que si la morphologie normale du testicule est modifiée, il faut aller rapidement voir votre médecin, notamment l'urologue. Il y a le cancer colorectal qui est aussi fréquent chez les hommes et le risque augmente avec l'âge. Et la coloscopie est un moyen efficace de dépistage. Donc, ces cancers nécessitent une attention particulière et des examens réguliers. Et un dépistage précoce est essentiel à la réussite du traitement.
Concernant les maladies prostatiques, on vient de parler du cancer de la prostate, qui est le deuxième cancer le plus fréquent chez les hommes après le cancer du poumon. Deuxième cause de décès par cancer, et il est curable lorsqu'il est diagnostiqué tôt. Parce que lorsqu'il est diagnostiqué tôt, il est possible de faire ce qu'on appelle une prostatectomie radicale ou bien la radiothérapie qui permet de guérir complètement de la maladie si on le découvre en stade localisé. Hormis le cancer de la prostate, il y a la forme bénigne qui n'est pas cancéreuse chez l'homme et on le découvre à partir de 50 ans et la prévalence s'accélère significativement. Donc, ça touche plus les personnes de plus de 60 ans et l'hypertrophie bénigne de la prostate devient presque universelle aux âges avancés. Donc, chaque 10 ans, à 60 ans, il y a 60% des hommes qui ont cette hypertrophie bénigne de la prostate. À 70 ans, 70%. À 80 ans, 80% de la population qui explique notre explication. Donc, il y a les prostatites aussi qui provoquent une douleur et une gêne persistante dans la région pelvienne masculine souvent lié à une infection qui était là et qui va atteindre la prostate, une infection urinaire, et affecte 8 à 16% des hommes dans le monde et plus fréquent chez les hommes les plus jeunes. Concernant la santé sexuelle, le dysfonctionnement érectile, ce dont les hommes ont le plus peur parce que les hommes pensent qu'en général, s'ils n'ont pas une bonne érection, cela veut dire qu'ils ne sont pas du tout hommes. Ça diminue leur virilité. Donc, 50% des hommes de plus de 40 ans souffrent de dysfonction érectile à un moment donné de la vie. Des fois, ça peut être passager, comme cela peut être permanent, qui fait que chaque fois que vous avez ces troubles érectiles, n'hésitez pas à en parler à votre médecin parce qu'il y a des solutions qui existent. L'éjaculation précoce aussi, un homme sur quatre en souffre à un moment donné de la vie. Et l'éjaculation précoce aussi, elle est traitable. Et dans l'éjaculation précoce, et l'homme souffre et la femme souffre parce que ce qu'on recherche dans un rapport sexuel, c'est l'épanouissement des deux partenaires. S'il y a éjaculation précoce, l'homme n'est pas épanoui et sa conjointe aussi n'est pas épanouie. Il y a aussi l'infertilité masculine de nos jours qui devient de plus en plus présent. Avant, c'était les femmes qui allaient à l'hôpital, on découvrait qu'ils avaient des problèmes gynécologiques et des fois même sans problème, mais l'homme n'allait jamais consulter pour voir s'il a des troubles de la fertilité. Parce que dans l'anecdote, souvent on confond la virilité de l'homme avec sa fertilité. Parce que souvent, les hommes pensent que quand ils ont une bonne érection et qu'ils éjaculent, cela veut dire qu'il y a de bons spermatozoïdes dans le sperme. Alors que c'est très différent, il n'y a aucun rapport. Donc, il ne faut pas confondre dysfonctionnement érectile et infertilité masculine. La virilité. On va parler du taux de testostérone et de la santé hormonale chez l'homme. Donc, il est défini selon l'Association américaine d'urologie, l'AUA, que le taux de testostérone bas, c'est quand c'est inférieur à 300 nanogrammes par décilitre, et selon l'Association européenne d'urologie, quand c'est inférieur à 12 nanomoles par litre. Donc, les causes de testostérone bas sont multiples. Quand la production est testiculaire, il s'agit d'un hypogonadisme primaire, c'est-à-dire par atteinte de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Il peut s'agir d'une stimulation testiculaire par hypogonadisme secondaire. Cela veut dire que la cause est au niveau du testicule. Et des fois, c'est des dysfonctionnements des récepteurs. Là où va loger la testostérone dans le corps, il y a un problème de connexion. L'hypogonadisme peut être tardif avec des symptômes persistants avec un taux faible de testostérone. Et la cause n'est pas connue, c'est pourquoi on dit que c'est idiopathique. Donc, les symptômes de la testostérone basse, elles peuvent être sexuelles avec une éjaculation, anéjaculation, des troubles de l'excitation, une faible libido, des érections matinales qui sont très diminuées, voire même absentes. Sur la physique de la personne, les signes physiques, on a une diminution de la force, la personne est très asthénique, se sent faible, il y a une perte de l'énergie. Donc, les causes psychologiques, au niveau psychologique, on a une humeur qui est basse, la personne est déprimée, il y a une manque de motivation, il n'a envie de rien faire, de la fatigue qui est là, qui est persistante, une faible concentration, par exemple, au travail, il ne se concentre pas, ou bien tu lui parles, il oublie rapidement ce que tu lui dis. Il n'a pas de motivation qui l'excite à faire quelque chose dans la journée. Quel est le traitement pour les taux de testostérone qui sont basses? Les traitements
non spécifiques et des traitements spécifiques. Et dans les traitements non spécifiques, il faudra renforcer l'activité physique, donc 2 à 3 fois dans la semaine en moyenne. Donc, arrêter des substances nocives comme le tabac, avoir une alimentation équilibrée, c'est-à-dire manger plus de légumes, plus de fruits, hypercaloriques, donc c'est-à-dire riches en protéines. Donc, faire une perte de poids si la personne elle est obèse et traiter la cause s'il y en a, si c'est retrouvé. Et maintenant, dans les traitements spécifiques, il faut améliorer la fonction cardiaque, une substitution hormonale, donc faire des injections de testostérone ou bien la thérapie par gonadotrophine dans le cadre de la préservation de la fertilité. Donc, comme le montre l'image à droite, donc quand il y a les symptômes de testostérone faible, la personne euh, a la fatigue, des douleurs physiques, des troubles, le poids qui n'est pas normal, une fonte musculaire, voilà, une baisse de la libido aussi. La santé mentale des hommes aussi est un problème. Donc, il faut briser le silence. Souvent, c'est les femmes qui vont aller vers leurs copines, leurs amis, leurs mamans, parler de leurs problèmes. Et souvent, l'homme a envie de se renfermer sur lui-même. Malgré qu'il ait des amis, il peut discuter de tout, faire des blagues et tout. Mais les problèmes réels qu'il rencontre dans nos sociétés, surtout de façon culturelle, on dit que les hommes doivent être forts, qui fait que souvent, même si l'homme il a un problème, il a tendance à le cacher. Donc, la stigmatisation de la dépression chez l'homme est un problème réel. Donc, les hommes hésitent souvent à exprimer leur souffrance émotionnelle, ce qui retarde le diagnostic. Et la prévalence à vie est significative chez les hommes, atteignant environ 12% dans certaines études. Il y a des risques de suicide, environ 16 décès pour 100 000 hommes contre 7 décès pour 100 000 femmes. Et il y a une dépendance chimique. Les hommes présentent un taux significativement plus élevé de troubles liés à la consommation de substances, notamment les drogues. Quel est le rôle de l'urologue dans la santé masculine? Qu'est-ce que c'est que l'urologie? Donc, l'urologie, c'est une spécialité chirurgicale qui prend en charge toutes les affections qui touchent l'appareil urinaire dans les deux sexes, c'est-à-dire chez l'homme et chez la femme, ainsi que l'appareil génital masculin. Quand on dit appareil urinaire, cela fait référence aux reins qui produisent les urines, à l'urétère, à la vessie et à l'urètre. Et on parle aussi de l'appareil génital masculin, donc l'appareil de reproduction de l'homme. Donc, l'urologue diagnostique, traite et prévient les affections affectant tous ces systèmes-là. Donc, quels sont les principaux domaines d'intervention? Donc, il y a la santé de la prostate, la fonction sexuelle masculine, toutes les maladies qui peuvent toucher les voies urinaires. Il y a l'urologie pédiatrique pour les enfants, comme les malformations congénitales, les décicules non descendus, qu'on appelle la cryptorchidie. Donc, chez l'urologue, quel est le rôle de l'urologue chez les enfants et les adolescents? Donc, l'urologue permet, quand on le voit, de détecter des malformations de l'appareil urinaire chez l'enfant ou bien de l'appareil génital, des malformations comme un rein unique, par exemple, comme une hypospadias, des malformations de l'ouverture du méa urinaire, permet la détection de l'énurésie, ce sont les enfants qui font pipi au lit la nuit, permet la détection des infections urinaires, permet aussi la détection des urgences urologiques. Quand on dit urgence urologique, c'est quelque chose qui peut engager le pronostic vital de l'enfant. Donc, le rôle de l'urologue à l'âge adulte, elle permet de détecter toutes les pathologies rénales, notamment le cancer du rein, les lithiases, les pathologies vésicales aussi, les cancers de la vessie, les lithiases vésicales, les infections au niveau de la vessie, les cystites qui touchent souvent la femme, surtout en période d'activité génitale. Il y a les pathologies prostatiques, notamment l'hypertrophie bénigne de la prostate, le cancer de la prostate, ainsi que les prostatiques. Et voir un neurologue à partir de 50 ans, au moins une fois par année, où il vous fera un toucher rectal et un PSA vous permettra de dépister très tôt un cancer de la prostate et qui peut être traitable.
Il y a aussi les pathologies testiculaires, notamment le cancer du testicule, euh, les orchiépididymite, l'hernie inguinoscotale. Il y a les troubles de l'érection qui touchent souvent l'homme et les troubles de la fertilité. Alors, quand consulter un neurologue en urgence, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter, y aller le plus rapidement possible dans le même jour quand vous voyez qu'il y a du sang dans les urines qu'on appelle hématurie. Quand vous avez des douleurs intenses au niveau des reins, par exemple, en cas de calcul rénaux, ou bien en cas de douleur testiculaire, où il peut s'agir d'une torsion du cordon, parce que quand il y a torsion du cordon, quand ce n'est pas traité dans les 6 heures de temps, il y a risque de nécrose testiculaire et on sera obligé de couper le testicule et de l'enlever carrément, qu'on appelle orchidectomie. Et quand on enlève le testicule, il y aura défaut de sécrétion de testostérone, il y aura trouble de la fertilité. Et quand il y a rétention d'urine, quand la personne ne peut plus uriner, que ce soit l'enfant, que ce soit c'est le sujet adulte, il faut aller voir rapidement un urologue. Parce que si on n'urine pas dans les 24 heures, dans les 48 heures, le pronostic des reins sont engagés, il y a risque d'insuffisance rénale. Donc, dans tous ces cas-là, ne tardez jamais à consulter un médecin. Donc, il faut comprendre les examens médicaux. Qu'est-ce qu'un bilan de santé? Un bilan de santé, vous le réalisez avec votre médecin et dans ce cadre de bilan de santé, vous allez, avec votre médecin, faire une consultation où il va vous interroger, vous poser des questions sur votre santé, sur la santé de votre famille, connaître les antécédents familiaux, vous examiner aussi sur tous les plans et vous demander des bilans à faire. Les bilans peuvent être biologiques, c'est-à-dire des prélèvements de sang, des prélèvements d'urine, des prélèvements de sel. Les bilans aussi peuvent être des examens d'imagerie, c'est-à-dire une radiographie, une échographie, un scanner. Pourquoi est-il important? Il est important de faire des examens médicaux pour détecter très tôt les maladies. Si les pathologies sont détectées très tôt, la guérison est plus facile pour l'homme et pour sa finance ainsi que aider la famille. Quand faut-il le faire? Dès que vous sentez des signes qui sont anormaux de ce que vous ressentez, d'habitude, il faut aller voir rapidement un médecin. Donc, pour la prévention et les examens de routine, on a proposé pour l'enfant et pour les 20-40 ans. La prévention dans l'enfance, il y a l'auto-examen. Les parents doivent être sensibilisés à consulter rapidement en cas de douleur testiculaire, faire toutes les vaccinations. Un ralentissement scolaire peut indiquer des problèmes de vue ou des carences alimentaires. À la consultation, on va voir la croissance de l'enfant, taille, poids, courbe de croissance, des troubles de la différenciation sexuelle, vérification de la présence des deux testicules dans le scrotum, l'examen général, on va voir la vue, est-ce qu'il voit bien, est-ce qu'il n'y a pas de troubles auditifs, est-ce que sa colonne vertébrale, son rachis est normal, parce que des fois, les enfants portent des sacs très lourds, même qui peuvent déformer le rachis et donner des douleurs. Voir la démarche de l'enfant, examiner son cœur et sa santé bucco-dentaire. Les analyses au laboratoire peuvent être à type de numération formique sanguine complexe ou bien voir le profil lipidique en cas de surpoids. C'est les sujets de 20 à 40 ans. On va faire l'examen testiculaire régulier mensuel. Euh, En consultation, on va voir sa tension artérielle, sa glycémie, voir l'indice de masse corporelle. Au laboratoire, un PSA annuel pour le cancer de la prostate à partir de 45 ans, voir le taux de cholestérol, le dépistage du diabète, tests pour l'hépatite et pour les sérologies de VIH et de la syphilis. La prévention, examen de routine, il y a d'autres examens qui peuvent être faits, comme la coloscopie à partir de 45 ans tous les 5 ans, des tests plus récents comme le test sanguin occulte dans les selles et l'ADN, un examen dentaire tous les 6 mois pour voir s'il y a des caries dentaires, des dents détruites et tout, voir un ophtalmologue pour l'examen de la vue tous les 2 ans, un test de dépistage de l'hépatite C qui sera fait une fois à vie, dépistage du cancer du poumon entre l'âge de 50 et 80 ans. Les antécédents de consommation de tabac à raison de 20 paquets par année constituent un facteur de risque pour le cancer du poumon. Les fumeurs actuels ou arrêt de tabac depuis moins de 15 ans. Donc, le dépistage de l'ostéoporose, c'est-à-dire une perte osseuse avec risque de fracture,
chez le sujet âgé uniquement en cas de présence de facteurs de risque. Donc, pour dépister l'ostéoporose, il faut voir ces risques-là en cas d'utilisation prolongée de stéroïdes, de faible poids corporel, de tabagisme, de consommation excessive d'alcool ou bien de fracture après 50 ans. Le dépistage du cancer de la peau avec un examen annuel si antécédent de cancer de la peau, antécédents familiaux ou bien s'il y a un terrain d'immunodéficience comme l'infection à VIH et l'exposition permanente au soleil. Donc, pour des actions concrètes, il faut adopter des habitudes saines, c'est-à-dire une alimentation qui est saine, 5 portions de fruits et de légumes par jour, privilégier les aliments naturels comme la carotte, la tomate, les épinards, les mangues, qui sont des sources de protéines maigres, une activité physique régulière, 150 minutes par semaine, c'est-à-dire 30 au moins 30 minutes par jour, ou bien une combinaison d'exercices. L'horaire de sommeil, visez 7 à 9 heures de sommeil de qualité par nuit. Essayez de maintenir un horaire de sommeil qui est régulier. Examen et contrôle régulier, la prévention et la détection précoce, donc, sont les piliers de la santé masculine. Donc, en résumé, les hommes, agissez pour votre santé, agissez pour votre santé cardiovasculaire. Donc, mangez sainement, faites un exercice physique, évitez de fumer. Pour les cancers masculins, donc, il faut faire des examens et des auto-examens réguliers. Pour notre santé mentale, parlez-en, n'hésitez pas à parler avec votre collègue, avec votre famille, avec un professionnel de la santé. Pour la prévention de façon générale, il faut avoir une mode de vie qui est saine et avoir un bon sommeil récupérateur. Et pour le suivi médical, il faut faire des visites annuelles et des tests de routine. Donc, la santé masculine est un investissement personnel et chaque geste compte pour une vie qui est épanouie. Commencez à prendre soin de vous dès aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, veuillez contacter un médecin ou un neurologue près de chez vous. Merci de votre attention. Merci beaucoup, docteur Cissé. En tout cas, c'était une présentation très fructueuse et nous vous remercions beaucoup pour ce que vous nous avez dit dès maintenant. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer dans les chats et le docteur sera à mesure de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Voilà, docteur, je vois qu'il y a quelque chose dans les chats. Bonjour, oui, Mathias, vous pouvez écrire votre question. S'il vous plaît, docteur, vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Est-ce que vous voyez les questions? Hop, si attendre d'ouvrir la conversation. Je vois pas les questions, si vous pouvez lire Pas de souci. Il y a Mathias qui demande à quelle fréquence faut uriner par par jour. jour. Oui, Je venais de voir. super. D'accord. Merci. Il parle français, Mathias, ou bien? Oui, oui, parle français. D'accord. Merci Mathias pour votre question. La fréquence pour aller uriner, dès que vous sentez le besoin d'aller uriner, il faut y aller rapidement. C'est pas quelque chose qu'on doit retenir parce que les urines, c'est des déchets toxiques pour l'organisme. C'est la filtration du sang de tout le corps que le rein va filtrer. Tout ce qui est déchets qui étaient dans le sang, c'est ça qui constitue les urines et qui sont stockés dans la vessie. Donc, si vous sentez l'envie uriner, cela veut dire que votre vessie elle est assez pleine. Si vous n'allez pas pisser, les microbes vont stagner dans la vessie et ça va donner des infections comme les cystites, les prostatites ou bien même remonter vers le rein pour donner des néphrites. Donc, dès que vous sentez l'envie d'uriner, il faut y aller rapidement. C'est pas qu'il faut retenir les urines, c'est pas bon. Donc, il n'y a pas une fréquence fixe, mais dès que l'envie se présente, il faut aller uriner. Merci. Merci beaucoup, docteur. Je vois qu'il n'y a pas une autre question. Par contre, je pense qu'on pourra peut-être parler du sondage. Euh, bon, là, on nous dit que les hommes très actifs physiquement n'ont pas besoin de se soucier des maladies cardiaques. Est-il vrai ou faux? Ça, c'est faux parce que les hommes ils ont facilement des maladies cardiaques. Même si on bouge et tout, des fois, il y a la malbouffe, on mange très mal, et le tabagisme qui est là. Donc, ça fait que il y a des prédispositions aux maladies cardiaques. Mhm. D'accord. Je vois qu'il y a une autre question de la part de Mathias. Euh,
Et quelle est la couleur de l'urine? Donc, quelle couleur dans les urines doivent être de quelle couleur? D'accord. Maintenant, pour la qualité des urines, souvent on a tendance à avoir des urines qui sont jaunes. Quand les urines sont jaunes et même tirées jusqu'au marron foncé, cela veut dire qu'on est déshydraté. Il y a un manque d'eau dans l'organisme. Donc, ce qui est bon, c'est la couleur claire, blanc ou bien jaune clair, clair, clair. Quand c'est jaune clair ou quand c'est blanc, ça veut dire que votre corps est bien hydraté. Quand vous voyez que c'est jaune foncé ou marron foncé, ça veut dire que les apports journaliers, ce que vous avez vu en eau dans la journée sont petites. Donc, quelle quantité d'eau, je vais anticiper sur cette question, quelle quantité d'eau il faut boire dans la journée? Il faut boire en moyenne 1 litre d'eau et demi, voire 2 litres par jour. C'est ça qui est recommandé. Mais il ne faut pas le boire en une portion, mais il faut le boire de façon proportionnée et dispersée dans la journée. Merci. Merci beaucoup, docteur. Euh, et alors, les problèmes de fertilité sont presque toujours liés à la santé de la femme. Vous avez déjà en parlé, donc cela est vrai ou faux? Ça, c'est faux parce que c'est divisé en trois parties. 30% sont liés, 33% sont liés à la femme, 33% sont liés à des facteurs seulement masculins et les autres 33%, c'est lié dans les deux cas. Il y a hommes et femmes qui sont malades. Donc, pour la femme seulement, c'est seulement 33%. Donc, la majorité des cas, il y a une part composante masculine dans l'infertilité du couple. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Et juste une autre question, docteur. Quelle est l'importance d'uriner après un rapport sexuel? L'importance de l'uriner après un rapport sexuel permet d'éliminer tout ce qui a été germe. Parce que dans le rapport, surtout ça, c'est évident pour la femme, parce qu'il y a les germes du pubis de l'homme qui sont accolés aux grandes lèvres de la femme. Et ces germes-là peuvent pénétrer l'urètre ou bien le vagin de la femme. Donc, c'est pourquoi c'est recommandé après les rapports sexuels d'aller uriner, c'est pour éviter les infections urinaires. Merci beaucoup, docteur. Et travailler sous stress constant peut affecter directement la fertilité et la production hormonale de l'homme. Ça, c'est très vrai parce que rien que le stress, des fois, même si dans la tête, la personne n'est pas prête à avoir des enfants, il est constaté dans des cas où même si le spermogramme est normal, il n'y a pas d'enfant qui va survenir dans le couple. Donc, le stress est une cause réelle d'infertilité dans le couple. Mhm. Et le suicide est 2 fois plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. C'est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes parce que j'en ai parlé dans mon discours. Souvent, les femmes, entre amis, quand ils ont des problèmes, elles vont appeler leur copine, leur maman, leur soeur pour leur parler de leurs problèmes. Donc, il y a moins de risques de suicide chez la femme que chez l'homme. Parce que chez l'homme, souvent, on dit que l'homme, mentalement, il doit être fort. C'est le chef de la famille. Donc, lui, il ne doit pas se soucier, il ne doit pas pleurer, il ne doit pas ressentir de la douleur qui fait que tout ce qu'il ressent, il l'intronise, il garde ça à l'intérieur de lui-même. Et c'est ça qui va faire que, à la longue, ça va entraîner la dépression et la suicide. Donc, il y a plus de suicides chez les hommes que chez les femmes. D'accord, merci beaucoup, docteur. Et la prostatie est plus fréquente chez les jeunes hommes et peut causer des douleurs pelviennes persistantes. Exactement, parce que l'activité sexuelle, elle est plus présente chez les jeunes adultes et souvent avec plusieurs partenaires qui fait qu'il y a des infections sexuellement transmissibles qui sont là et non traitées, ces infections, parce que souvent les enfants, ils vont cacher et quand ils cachent, c'est ça qu'ils vont faire des prostatites. Et quand il y a prostatite, il y a douleur. Mhm. Merci, docteur. Je vois qu'il y a 2 autres questions. Bonjour, docteur. L'effet pour la femme d'aller directement uriner ne l'empêchera pas de tomber enceinte? Non, ça n'empêche pas de tomber enceinte parce que souvent, il est recommandé dans nos cultures de dire à la femme de se coucher 30 minutes pour que le spermatozoïde remonte bien. Parce que là où passent les urines, c'est différent de là où passe le sperme. C'est différent, c'est pas pareil.
Merci beaucoup, docteur. Donc, cela ne diminue pas ses chances de tomber enceinte. Merci, docteur. Et que dites-vous d'une fréquence élevée d'uriner la nuit Chez l'homme ou chez la femme? chez l'homme, docteur? Chez l'homme. Donc, la fréquence, si on se réveille plusieurs fois la nuit, surtout à partir de 45 ans, dans 80% des cas, il s'agit d'une maladie de la prostate. Donc, ce n'est pas normal. Normalement, la vessie, elle est assez compliante pour qu'on puisse dormir toute la nuit sans se réveiller. Donc, dès que la fréquence augmente, cela veut dire qu'il peut s'agir d'une infection urinaire, il peut s'agir, par exemple, d'un diabète qui est installé, ou bien, en général, d'une hypertrophie bénigne de la prostate. Donc, il faut aller consulter l'urologue le plus proche pour qu'il puisse vous édifier sur votre maladie parce que ce n'est pas normal de se réveiller plusieurs fois la nuit. Merci beaucoup, docteur. Y a-t-il d'autres questions? Merci, docteur. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, si vous êtes au Sénégal, le docteur Cissé habite au Sénégal. Donc, n'hésitez pas de chercher à le consulter par rapport à la santé, à votre santé. Donc, nous vous remercions beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Et une fois de plus, merci beaucoup, docteur Cissé. Même moi, en tant que femme, je peux dire que j'ai beaucoup appris sur la santé des hommes. Donc, nous vous remercions sincèrement. Alors, notre prochain webinaire aura lieu le 10 juillet et nous allons parler sur comment vous pouvez optimiser votre santé en utilisant le service Teladoc. Ce service est gratuit pour tous les membres de Hollowed Health et cela vous permet d'accéder aux médecins et spécialistes ainsi qu'à une opinion médicale à une deuxième opinion médicale, mes excuses. Donc, merci beaucoup et rendez-vous le 10 juillet. Merci. Merci, docteur. Merci beaucoup, Laetitia. Merci à tout le monde. Je vous en prie. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.